Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Ce soir, nous nous proposons de faire le point sur l'état des préparatifs du référendum constitutionnel prévu pour ce 18 juin sur toute l'étendue du territoire malien et en dehors même du Mali. Pour en parler, nos invités, ils sont quatre. Le premier, M. Bagui Diarra, il est analyste politique. M. Diarra, merci d'être là. Deuxième invité, Dr Ibrahima Sango, il est aussi analyste politique. Monsieur Sango, merci d'être là. Merci Barou. Quatrième invité, Monsieur Modibo Diakité, il est consultant. Monsieur Diakité, merci d'être avec nous. Ok, merci. Quatrième invité, un habitué de ce plateau, il s'agit de Monsieur Hassan Sey, il est juriste et également coordinateur d'un centre de réflexion. Monsieur Sey, merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Avant donc d'ouvrir les débats sur l'état des préparatifs du référendum du 18 juin, la semaine dernière, le ministre en charge de l'énergie a déclaré avec beaucoup de sérieux et de conviction l'indépendance énergétique du Mali vis-à-vis de ses voisins. Bagui Diarra, quel commentaire? Merci bien, M. Sidibé. Bonsoir, disons donc à nos téléspectateurs. Mais, je pense que cette intervention de M. le ministre, à chaque fois que la situation est difficile et qu'on voit l'autorité sectorielle prendre la parole pour vraiment donc soit faire l'état des lieux ou donner donc des solutions, c'est ce qui est recherché. Mais je me dis dans le fond, cette indépendance-là, de mon point de vue, le Mali est encore bien loin au-delà des discours. Simplement parce que vous savez, la problématique de l'énergie chez nous est profondément structurelle. Structurelle en cela que depuis des années, nous continuons simplement à faire des approches d'urgence, si vous voulez, des approches de gestion à moyen et long terme. Pour être plus précis, si vous constatez que le thermique qui est totalement importé, c'est-à-dire que les carburants et tout ça, les produits pétroliers que le Mali importe à 100%, occupent environ 70% de ce qu'on appelle la production d'électricité ou l'accès à l'électricité donc dans notre pays. Vous voyez déjà, on n'a même pas touché au transport et tout, mais seulement l'électricité, nous sommes à cette proportion-là. Et que nous sommes dans un pays qui fait encore à peu près plus d'une décennie qui n'arrive pas encore à améliorer son mix à partir de l'énergie solaire qui est totalement abondante avec une durée d'ensoleillement qui peut atteindre 10 heures dans la journée et vous avez une irradiation, en fait ça c'est l'intensité que vous pouvez récupérer et transformer donc en de l'énergie qui est l'une des meilleures donc dans le monde avec 6,5 kWh par mètre carré par jour et mais que nous voyons que dans notre mix nous sommes encore en dessous de 15% et que des pays sur la côte ici comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, nous dépassent dans leur mix par rapport toujours à cette ressource-là. Et on va encore continuer de parler d'indépendance. Ça fait plusieurs années, effectivement, qu'on en parle d'indépendance. On a l'impression que vous ne croyez pas déjà à cette annonce ministérielle. Non, je ne crois pas, même si en fait l'idée... Il l'a quand même fait avec beaucoup de sérieux et de conviction. Non, moi, en fait, ça dit que pourquoi je suis en fait un peu ferme comme ça par rapport à ces discours parce que lui il est là par exemple en 2020, je pense qu'il avait pris la parole dans les mêmes circonstances pour expliquer qu'on avait un problème de production et ils ont été chercher beaucoup de groupes thermiques, c'est qu'on accepte parce que c'est une solution d'urgence le thermique comme j'ai dit tout à l'heure, mais on est en train d'aller vers 2024, soit 4 ans après, c'est toujours cette solution thermique là qui est proposée et en même temps on parle d'indépendance et quand on voit en fait le niveau, l'importance du thermique dans notre mix et dire tout de suite en fait qu'on parle d'indépendance, ça devient un souhait. Moi j'aurais souhaité effectivement que sur ces 4 années ou ces 3 années-là, qu'on voie des approches allant dans le sens d'intensifier et de manière plus claire. Mais au-delà de l'autorité sectorielle, je pense que c'est au plus haut niveau décisionnel, président même, donc chef de l'État ou le gouvernement, on voit que l'énergie n'est vraiment pas au cœur des priorités. Docteur Sango, le ministre Lamine Sédou, en faisant cette déclaration, on avait l'impression que ce n'était pas quelqu'un qui plaisantait. Non, en réalité, bonsoir d'abord à tout le monde, à ceux qui nous écoutent également, à ceux qui nous observent. Et c'est tout à fait, vous savez, aujourd'hui, l'énergie joue un rôle extrêmement important. C'est un élément incontournable dans tous les secteurs. Nous avons vu que même des gens qui occupent
un certain niveau dans la production. Vous prenez même ceux qui font la menuiserie métallique, etc. et d'autres encore également. Nous avons vu que l'énergie joue un rôle extrêmement important. Si le ministre également est venu nous faire croire que nous avons l'indépendance énergétique, mon co-débatteur l'a su bien dit, je pense que nous avons un chemin également à faire, mais si on arrive à le faire à Bamako, peut-être dans les autres régions aussi. Est-ce qu'on n'est plus dans les hypothèses? Ça a quand même été annoncé clairement. Ça a été annoncé, c'est vrai que nous constatons depuis un certain temps, depuis l'annonce quand même que... Même après l'annonce, on constate également qu'il y a des délestages, mais qui ne sont pas aussi importantes que ça. En tout cas dans la ville de Bamako, peut-être, je pense bien. Comment vous avez annoncé, M. Diakité, cette annonce du ministre en charge de l'énergie? Bon, d'abord, je salue tout le monde. Qu'est-ce qu'il voulait dire en faisant une telle annonce? Bon, il voulait faire croire que le problème d'électricité est réglé définitivement, mais il se trouve que ce qu'il dit et ce qui se passe, c'est le contraire. Hier et avant-hier, nous, on a passé toute la journée au bureau sans électricité. Et la nuit aussi, c'était la même chose. Et en réalité, je pense bien que on n'a pas besoin des pyromanes au niveau du ministère de l'énergie, surtout au niveau de l'EDM. Parce que c'est un département technique, une structure technique qui mérite d'avoir des responsables techniquement de haut niveau qui maîtrisent vraiment cette gestion des questions d'eau et d'électricité. Vous constatez que le problème est profond. D'abord, il faut gérer les questions de recouvrement des questions de paiement des abonnés, mais en même temps aussi, c'est là qui font utilisation abusive des questions de l'électricité, notamment certains endroits comme le grand marché de Bamako où voilà, il y a des zones où vraiment... Comme les camps militaires aussi. Comme les camps militaires aussi, où vraiment l'énergie est utilisée comme ça. Et personne n'apporte de solution pour quand même réduire ce problème de vol des consommateurs. En même temps aussi, il y a un autre élément, ça c'est la corruption au sein de l'EDM. Parce que il s'est avéré ces derniers temps, il y a eu beaucoup de déclarations où on constate que les pétroles qui sont destinés aux centrales thermiques sont tout le temps détournés. Donc, du coup, qui joue sur... Nous n'avons aucune preuve, en tout cas, pour vous appuyer dans ce sens, mais pour ce qui nous concerne. Nous avons quand même entendu certaines autorités sur certains plateaux qui se sont exprimés là-dessus. Et ceux-ci se sont même engagés à interpeller M. le ministre au niveau du CNT par rapport à ces questions spécifiques. Mais en réalité, c'est regrettable que plus de 5 ans qu'on ait les mêmes scènes. Vous voyez, l'année passée, le délestage était là, mais cette année, c'est encore plus grave que l'année passée. Et tout ce qu'on nous a fait croire l'année passée, on a compris que c'était de la poudre au jeu. Donc, à un moment, il faut parler aux Maliens, mais leur dire qu'on a eu la solution et après, on se rend compte que c'est juste quand même pour... je m'excuse du terme, c'est pour bluffer l'opinion publique nationale. D'accord. Monsieur Sey, quand le ministre annonce l'indépendance énergétique du Mali vis-à-vis de ses voisins, est-ce qu'il veut réellement dire qu'il n'y aura plus coupure de courant pour parler dans un langage plus accessible? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand on dit indépendance énergétique, on peut le comprendre de plusieurs manières. Parce que de manière générale, l'indépendance énergétique, c'est lorsqu'un État a la capacité de manière autonome de pouvoir satisfaire ses besoins en énergie. Et lorsqu'on prend cette définition-là, bien évidemment, une indépendance énergétique absolue à 100%, ce n'est pas possible au jour d'aujourd'hui pour le Mali. Parce que, comme on l'a dit avant moi, même le carburant, on n'en a pas. Le Mali ne produit pas de pétrole. Mais on peut dire aussi qu'on est autonome dans la mesure où on a la capacité d'acheter ce pétrole-là. Je pense que ce qui a voulu être dit, c'était dans un contexte également, parce qu'il y a la centrale de Sirakoro qui vient d'être terminée. Oui. Et cette centrale qui est terminée à 100%, lorsqu'on regarde le taux de couverture et l'énergie qui peut être générée par rapport aux capacités qu'on a, on va dire qu'on a une relative indépendance énergétique de ce point de vue. Oui. Mais cela n'empêche que, comme ça a été dit effectivement, les problèmes internes et la dépendance financière, parce que
Le carburant, si on a les moyens d'acheter, on en aura toujours. Ça, c'est pas un problème. Mais la dépendance financière et la possibilité d'acheter ce carburant-là lorsqu'elles ne sont pas optimum, bien évidemment, au niveau de la production d'énergie, cela va poser un problème. Donc s'il faut aller vers des énergies alternatives, ce n'est pas le débat du jour, ça peut être une excellente idée, mais au jour d'aujourd'hui, avec la centrale de Sirakoro, ce qui est sûr et certain, c'est que la capacité de production du Mali en énergie a augmenté et beaucoup augmenté. Et ça peut suffire, en principe. Maintenant, qu'est-ce qui va être fait pour que ça soit fluide, pour qu'on n'ait pas des personnes qui représentent presque un tiers des 400 milliards, ça c'est le chiffre qui a été évoqué par le ministre, il me semble, de crédit. Oui. Les un tiers, ce sont effectivement des propriétaires de stations-service ou en tout cas des grands distributeurs de carburant. Donc lorsque vous prenez plus de 140 milliards rien que pour ce secteur, oui, et qui décide de ne plus vous donner du carburant ou de réduire la quantité de carburant dont vous avez besoin, en réalité ce n'est pas les machines ou la capacité de production qui font défaut, c'est la possibilité, la quantité de carburant qu'on peut acheter aujourd'hui qui peut faire défaut. Sinon, il avait parlé aussi de la vétusté des machines et des installations. Bien évidemment qu'il y a des choses à changer et au jour d'aujourd'hui, quand on regarde notre parc, il y a des machines qui sont là depuis plusieurs décennies. Donc il faut le faire, mais je dis qu'il faut même aller plus loin pour aller un peu dans le même sens que mon voisin en face, penser aux énergies renouvelables ou même des énergies hybrides pour que la consommation et la dépendance en carburant surtout soient moins importantes, parce que le principal problème c'est ça. DF 2023 au Mali, certains observateurs annoncent 0 fuite de sujet et 0 incident. Bagui Diarra, votre commentaire encore? Je sais que la question énergétique vous passionne, vous voulez qu'on y reste. Non, parce que je sais qu'on ne pourra pas suffisamment en débattre. Il y a certains aspects que vraiment on n'aura pas le temps de les débattre ici. Mais je reviens directement à votre question et je laisse l'énergie, parce que l'énergie, ça va évoluer. Je pense que les acteurs du secteur, ceux qui ont la chance de m'écouter, savent que ça va évoluer. Nous n'avons pas le choix. Et donc l'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est déjà une très belle annonce en fait. Quand on voit l'environnement même dans lequel ces examens se sont tenus, la sérénité en tout cas apparente qui a entouré ces examens-là, je pense que c'est déjà salutaire, même si les fuites au préalable, on dit qu'il n'y en a pas eu beaucoup, et qu'il n'y en a même pas eu selon effectivement certains intervenants. Mais moi, ce que j'apprécie en premier lieu, c'est la sérénité autour de l'organisation en fait de ces examens-là. Et donc, et même là, quand je vois aussi la présence du gouvernement sur le terrain, ça se fait d'habitude, mais là encore, ça se fait avec plus de sérénité et dans un environnement suffisamment stable. J'espère simplement que pour les autres examens, ça va se faire donc de la même manière et qu'en amont, les programmes donc dispensés auraient été en fait les meilleurs pour permettre effectivement à ceux-là qui vont être admis de pouvoir aller de l'avant en fait dans leur cursus scolaire. Docteur Sango, on a l'impression que les bons points de cette transition sont à chercher aussi au niveau de l'organisation et des examens et des concours au Mali finalement. Oui, bon, au fait, c'est également l'un des problèmes aussi dans ce pays aussi. Je pense que pour parler des futurs cadres de ce pays, il va falloir quand même, depuis à la base, la formation des cadres doit être vraiment des éléments essentiels. Et c'est vrai, ces dernières années, nous constatons également qu'il y a eu beaucoup plus de sérieux dans l'organisation des examens. Je pense que si vous prenez l'année dernière, cette année, et les échos que nous avons reçus, ça et là, ils ont même à fouiller des étudiants avant qu'ils rentrent des élèves avant qu'ils rentrent dans la salle. Les filles étaient fouillées par des dames, les hommes également par les hommes. Donc tout ça, cela montre de quel point il est encore important que les jeunes comprennent qu'aujourd'hui, l'examen n'est plus comme peut-être il y a quelques années de cela, qu'on peut banalement passer et sans réellement travailler. Donc il faut que quelque part, ça nous interpelle tous, nous les parents d'élèves, nous également aussi des élèves ou peut-être des écoles aussi, que quelque part qu'il faut mettre d'efforts. Et qu'on arrive aussi, peut-être ça serait peut-être une manière aussi que les différentes grèves que nous avons connues, ça et là aussi, peut-être pourront disparaître aussi, et qu'on arrive à mettre le programme, que les élèves puissent suivre les programmes de façon correcte, et qu'à l'examen, je pense que ça ne posera aucun problème. Et certes, nous le savons tous aujourd'hui que les réalités sont différentes. Quand vous prenez il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans de cela, aujourd'hui, compte tenu des occupations des enfants ou des jeunes, si vous me permettez le terme,
on oublie même, tout le monde est tout le temps concentré sur son téléphone, on oublie même les leçons. Maintenant, si aujourd'hui nous comprenons qu'aujourd'hui pour passer un examen, qu'il faut vraiment faire un effort, je pense que ça va pousser aux jeunes vraiment de se concentrer sur l'essentiel. C'est ce que je voudrais dire. Modibo Diakité, on a l'impression que depuis le début de cette transition, qu'on assiste à une moralisation effective des examens et des concours au Mali. Oui, effectivement. Vous savez, si le gouvernement est à féliciter sur ce côté, vraiment on peut saluer nos autorités. Et spécifiquement, Madame le ministre de l'Éducation nationale qui crée les conditions pour empêcher les fraudes lors des examens. Vous voyez, les décisions prises à la minute pour sanctionner les chefs des centres ou bien les surveillants sur place pendant les jours des examens, ça c'est quand même des efforts à saluer parce que très généralement, les enfants, on leur fait croire qu'on peut réussir les examens sans étudier. Bon, si il faut s'attendre à des miracles par rapport à quelque chose que vous n'avez pas appris, ça ne marchera pas. Donc, il s'agit maintenant de consolider ce acquis et continuer à respecter les programmes scolaires parce que très généralement, avec la cessation des grèves des enseignants, surtout cette année, il y a eu quand même une trêve. Il faut saluer aussi cet esprit des syndicats, parce que les syndicats ont fourni d'efforts comme bon nombre de Maliens pour quand même ramener l'éducation, c'est-à-dire l'organisation de ces examens au niveau que ça se trouve maintenant. Oui. Parce que vous constatez, si les syndicats ne s'étaient pas impliqués dans l'organisation aussi, il allait avoir des failles de certains niveaux. Donc, tous les acteurs à ce niveau, que ce soit le département ministériel, que ce soit les syndicats, que ce soit même les parents d'élèves aussi. Ils en ont tous fait leur affaire. Mais comme le voisin l'a dit, on a constaté aussi la mobilisation accrue de l'ensemble des autorités. Parce qu'on a vu que tous les ministres ont fait des déplacements sur le terrain pour quand même ouvrir des centres. En même temps aussi... Sauf que ce n'est pas les ministres qui surveillent, hein? Allez-y. Oui, parce que mais au fait, ça dénote un intérêt particulier. C'est au-delà de la photo, c'est la symbolique. Allez-y. C'est vraiment la symbolique. Mais c'est la symbolique, mais au fait, il y a un message derrière, parce que c'est là qui suivent l'actualité, surtout dans le domaine de l'éducation. On sait qu'il y a eu les 5 dernières années, on parle des examens de promo. Donc, s'il se trouve qu'en 2 ans, on finit avec les examens de promo et qu'on va vers les vrais examens, donc ça, c'est quand même... C'est au crédit de la transition. C'est au crédit de la transition. Donc, ils sont à s'allier et tous ceux qui accompagnent ce processus, c'est-à-dire le centre d'examen et de concours, ils sont à s'allier parce que le fait de pouvoir éviter la fuite des sujets, à ce niveau, ce n'est pas évident avec les technologies, tout ce qui s'ensuit, et même les académies, contrer ces scénarios au niveau des académies, des centres pédagogiques, au niveau des CAP. Parce que l'éducation, c'est toute une chaîne quand on parle de l'organisation de ce concours. Empêcher qu'il y ait des fuites à ce niveau, et ça veut dire que les personnels enseignants, le personnel de l'administration scolaire et au niveau du sommet, tout le monde en fait son affaire et que ça préoccupe au plus haut niveau. Donc, nous sommes vraiment fiers que nos examens commencent comme ça. On espère que ça va se terminer, les autres examens à bac et les autres examens vont terminer de cette façon. D'accord. Est-ce qu'on peut dire finalement que la transition a réussi là où les régimes dits normaux ont échoué? Non, je pense que ça c'est un raccourci facile. La ministre de l'Éducation est à féliciter et on la félicite. Maintenant, ce n'est pas dans tous les secteurs pareil. Et peut-être elle a bénéficié aussi d'une volonté politique. Non, bien évidemment, elle est à féliciter et même la transition est à féliciter parce que c'est une équipe avant tout. Mais maintenant, je dis que indépendamment de ce qui a été fait au niveau de ce ministère-là, il y a beaucoup d'autres champs. Même dans le cadre de ce ministère, même si les examens se sont passés correctement, il faut s'assurer dorénavant que l'éducation et la formation aussi se passent correctement. Parce que comme on dit, les racines de l'éducation sont amères, mais ces fruits sont délicieux. Il faut qu'au moment où ils arrivent à cet examen-là, ils soient prêts et qu'ils aient un minimum de connaissances. Mais je dis que ce n'est pas partout pareil. Pourquoi ? Parce que vous allez prendre des corporations
libérale. Vous allez prendre par exemple le cas des avocats, c'est le cas le plus flagrant, où vous avez 7 années qu'il n'y a pas eu de concours. C'est vrai que c'est organisé en collaboration avec le ministère de la Justice. C'est vrai que c'est une profession libre et encadrée où on a un conseil de l'ordre et un bâtonnier à qui on laisse la discrétion d'organiser ce genre d'examen-là. Mais c'est vrai qu'on a une directive au niveau de l'UEMOA où tous les pays, en tout cas de cet espace, doivent organiser un concours chaque année. Et lorsque ce n'est pas fait, ils doivent expliquer pourquoi ça n'a pas été fait. Vous êtes dans une longue digression à l'allure d'un coup de gueule. Hein? Non, oui, aussi, parce que c'est un cas qui particulièrement vous intéresse. M'intéresse, donc c'est pour ça que j'en parle. Allez-y. Mais pour qu'on comprenne réellement l'essence, dans tout pays, en tout cas dans l'espace UEMOA, comme je vous dis, il faut un concours chaque année, à défaut publier une annonce et dire pourquoi le concours n'a pas été fait. C'est le CAPA, n'est-ce pas? C'est le CAPA. Au Mali, ça ne se fait pas et dans beaucoup de pays, ça ne se fait pas. Mais en moyenne, tous les 2-3 ans, on a un concours. Où se trouve finalement le blocage? Ça fait 7 ans qu'il n'y a pas de concours. Et généralement, ce qui est dit, c'est que le ministère de la Justice ne donne pas assez d'argent pour organiser le concours. Ce qui est aberrant. Ou on va vous dire qu'il faut mettre une école en place, que l'école n'est pas encore mise en place. Parce que c'est les textes qui exigent qu'il y ait une école mise en place, mais ces mêmes textes exigent qu'il faut qu'il y ait un concours dans une périodicité donnée. Ça permet à ces professions d'installer une sorte de numerus clausus. Les juges, c'est l'État directement un peu moins, il y a eu un concours récemment, chez l'ordre des notaires c'est pareil, les clercs c'est pareil. Donc je pense que dans ces secteurs clés, il faut que l'État s'intéresse un peu plus. D'accord. Parce que ces examens c'est bien, mais la personne qui va faire son DEF, son bac, qui va faire l'ENA, qui va faire sa maîtrise et qui va se retrouver sans emploi, s'il n'a pas de chance d'accéder à certaines professions parce que tout simplement il n'y a pas de concours ni de volonté de concours, c'est sûr que ça va créer encore d'autres troubles. Sinon, on était en train de parler de la capacité de la transition à moraliser les examens et concours. La moralisation des examens est bonne, mais elle est vraiment effective à partir de ces différents examens? Pour l'instant, oui. De ce qu'on a comme résultat, c'est excellent, on ne peut que saluer les résultats, mais il faut aussi accentuer les efforts par rapport à la formation, à l'apprentissage et à son contenu, pas juste les examens. Les jours de l'aménagement sont-ils désormais comptés au Mali? En tout cas, le gouvernement du Mali ne se reconnaît pas pour le moment dans la nouvelle configuration proposée par le secrétaire général des Nations Unies. Ajoutez à cela ces mouvements et meetings enregistrés régulièrement ici à Bamako contre la présence des forces onusiennes ici au Mali. Bagui Diarra, votre commentaire. Merci bien, Steve. Je voulais juste allez-y. Je voulais juste 30 secondes avant de répondre à cette question-là, parce que vous avez soulevé 2 points ici qui, je trouve déjà par rapport à l'éducation, sont extrêmement importants et que pour un secteur comme l'énergie, ça pourrait effectivement faire, je pense, une bonne option. Vous dites la transition est en train de réussir sur le plan de l'éducation là où les régimes normaux semblent échouer. Oui. Et vous dites aussi, peut-être qu'il y a eu le bénéfice d'une volonté politique. Oui. Mais ces 2 éléments-là, je pense que comparaison pour comparaison, si le département, par exemple, de l'énergie voulait aller dans le premier sens pour dire que le défi serait de faire mieux que ce qui s'est passé, parce que c'est évident que, toujours à l'actif de la transition, que ce que nous sommes en train de voir pour l'éducation, c'est salutaire et c'est véritablement mieux que ces dernières années quand nous avions vu, et donc nous devons avoir le courage peut-être de le dire. Et l'autre, la volonté politique, vous l'avez noté, mais c'est extrêmement déterminante, parce que si elle n'est pas là au niveau d'un secteur jugé substantiel, ça devient toujours problématique. Donc j'en reviens à votre question par rapport à l'aménagement. Moi je pense que cette question de l'aménagement, nous devrons a priori comprendre que elle a changé donc de niveau, mais toujours dans un contexte géopolitique qui est là. Je m'explique. Vous savez, avant la situation de la transition, je veux dire avec la Russie, avant que nos autorités donc ne soient dans ce partenariat avec la Russie, nous avons vu que l'aménagement était, disons clairement les choses, sous l'égide donc de la France, donc globalement, et qui était en train effectivement de gérer en fait cet instrument des Nations Unies dans le cadre effectivement de la stabilisation de notre pays ici.
Et dans ce cas de figure-là, en fait, c'était beaucoup plus les enjeux et les défis étaient en notre sein en réalité par rapport à nos autorités parce qu'il y avait difficulté effectivement de pouvoir se positionner. Mais nous avions vu maintenant que toujours dans la géopolitique, mais en changeant de niveau, que notre partenariat avec la Russie fait que maintenant les États-Unis et l'Occident plus globalement sont en train effectivement de se positionner par rapport à notre pays via effectivement la Russie. Et donc quand on voit des choses comme ça, je pense que la première des choses, c'est de travailler à une certaine unité, à une certaine compréhension ou stabilité au niveau national pour simplement nous dire ceci. Nous nous retrouvons au cœur d'une situation géopolitique entre des grandes puissances. Nous ne l'avons pas voulu, mais ce que nous pouvons faire, c'est vraiment de travailler, nous, à stabiliser et entre nous-mêmes d'abord, à avoir une certaine vision pour vraiment sauver notre entité, notre unité qu'est le Mali. Parce que c'est là où nous sommes. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que les autorités de la transition, dans cette conduite-là, vis-à-vis de l'instrument qu'est l'aménagement et au regard du droit international, moi je suis vraiment favorable à leur approche pour l'instant. L'approche qui, selon moi, consiste en cela, c'est de rester dans le jeu et de défendre le mieux possible ce que nous pensons être mieux pour notre pays et être là en toute responsabilité, discuter avec les partis en face pour le mieux possible garder nos intérêts, préserver nos intérêts et tout en n'étant pas effectivement... Vous n'êtes pas pour la solution radicale? Non, je suis plutôt pour la solution réfléchie. Oui. Parce que vous voyez, la présence de l'aménagement, vous avez vu sur le territoire du Mali, des partis qui disent oui, nous sommes d'accord que l'aménagement reste, d'autres qui disent que nous ne sommes pas d'accord que l'aménagement reste. On a l'impression que la question est même en train de diviser la société malienne. Et c'est ce qu'elle ne devait pas. Parce qu'en réalité, vis-à-vis d'un instrument comme ça, une fois qu'il est déjà en place, et si vous ne restez pas debout, regardez ce qui a véritablement changé par rapport à l'aménagement côté malien. Auparavant, on pourrait dire que la plupart de nos cadres se plaisaient simplement à être employés au sein de l'aménagement, c'est-à-dire à disposer des véhicules, en tout cas des meilleures conditions simplement, et à travailler au sein de l'aménagement. Mais maintenant, les cadres actuels ou les autorités veulent qu'au-delà de cette présence-là, de cette employabilité au niveau de l'aménagement, que les intérêts les plus, en tout cas qui puissent être au plan national, préserver les intérêts qui sont régaliens pour notre pays, je pense que les autorités y travaillent maintenant. Et moi, j'en suis favorable dans une diplomatie, je le dis toujours, et active et préventive, c'est-à-dire qui prévient les choses à l'avance et qui, lorsque c'est là, s'assume pour effectivement, si vous voulez, dans une partie gagnant-gagnante. On va vous retourner là-bas. Docteur Sango, la nouvelle configuration que le secrétaire général des Nations Unies entend soumettre au mois de juin à l'ONU ne semble pas être du goût du gouvernement du Mali. Est-ce que cela présage aussi un maintien de cette force ici au Mali? Non, je pense qu'il y a eu la sonnette d'alerte il y a très longtemps de cela. Si nous faisons référence un peu à ce qui s'est passé depuis l'année dernière, je pense que le ministre des Affaires étrangères a été très clair par rapport à ça. Nous voulons l'aménagement. Il faut que l'aménagement, dans le carcan dans lequel l'aménagement se trouve, n'est pas du goût des Maliens. Nous pensons que c'est vrai. C'est une force qui est là, mais cette force, qu'elle puisse également nous soutenir. C'est la lutte contre le terrorisme qui est aujourd'hui l'épine dorsale, qui est le problème le plus cristal pour le Mali. Et si nous regardons cette MINUSMA, elle est plutôt cantonnée. Elle se retrouve dans un cadrage dans lequel elle-même, pendant très longtemps, c'était le Balkan qui la protégeait. Maintenant, le problème principal aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, mon co-débatteur l'a su bien dit, c'est qu'il faut que nous réfléchissions un peu dans quel cadre nous pouvons trouver la formule. Parce que le jeu qui est en train d'être joué aujourd'hui, le Mali risquerait, si on ne fait pas attention, d'être perdant. Parce qu'on est en train de créer une géostratégie politique auquel le monde entier est en train d'avoir le regard sur le Mali, à travers la Russie. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui faire, qu'est-ce qu'il faut faire surtout? Nous devons voir dans cette lutte, quel est l'intérêt pour le Mali? Quel est l'intérêt pour le Mali? Faut-il les abandonner? Non. Faut-il les demander d'aller? Non pour le moment. Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, à travers ce que nous constatons sur le terrain, déjà, les Maliens commencent à être divisés.
est-ce que nous ne devrons pas réfléchir plusieurs fois d'abord avant quand même de se prononcer par rapport à ça? Je sais que les autorités maliennes sont en train de travailler par rapport à ça. Sinon, au regard des derniers développements, ma question c'était de savoir, est-ce que vous pensez que les jours de l'aménagement sont comptés au Mali? On a vu ce meeting proposé par Yereolo Debout et les réserves même du ministre des Affaires étrangères face à la nouvelle configuration de l'aménagement proposée par le secrétaire général de l'ONU. Oui, il n'y a même pas longtemps, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, le ministre des Affaires étrangères avait convoqué les diplomates résidents au Mali par rapport à l'aménagement, qui disait effectivement ce n'est pas question d'effectifs. C'est pas ce que nous avons plutôt besoin que l'aménagement puisse porter notre population, un peu comme on appelle, un autre habit pour faire face à une question de terrorisme. Maintenant, est-ce que l'aménagement va partir ou ne partirait pas? La réalisation me fait signe que les auditeurs ont du mal à vous entendre. Hein? Ah bon, donc ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que, en toute sincérité, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons partie des Nations Unies. De 1960, le Mali fait partie des Nations Unies. Donc nous avons eu à participer, que ce soit nos officiers... Il y a beaucoup de maintien de paix à travers le monde. Le Mali a participé. Je pense qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation, il faut que nous réfléchissions. Je pense que je vais revenir sur un élément assez important. Par rapport même à le cas de Moura, vous savez ce qui nous manque? J'ai l'impression que souvent, on reste toujours sur la défensive. Il faut que nous apprenions à produire. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, tant que vous n'écrivez pas, tant que vous ne publiez pas, les gens ne vous écoutent pas et les gens ne savent pas savoir ce que vous faites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que nos responsables, que ce soit l'autorité malienne ou autre, qu'on quitte dans le cadre défensif, qu'on arrive à dire aux gens clairement ce qui se passe et comment trouver des solutions par rapport à ça, je pense. Modibo Diakité, vous avez une lecture particulière par rapport à cette situation de l'aménagement où des mouvements sont vent debout contre leur présence, le ministre des Affaires étrangères qui a des grandes réserves face à la configuration que le secrétaire général de l'ONU entend proposer à ses camarades? Bon, vous savez, la question de l'aménagement, le ministre de la coopération internationale a posé des pistes de réflexion sur l'aménagement doit rester, pas avec la proposition actuelle du secrétaire général des Nations Unies. Mais ce que les gens ne disent pas et que l'opinion publique doit savoir, c'est que le départ de l'aménagement ne dépend pas du Mali seulement. Il y a les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ont été concertés avant que l'aménagement ne vienne, et ces partenaires ont leur avis pour le départ de l'aménagement. Quand on prend la CEDEAO, l'Union africaine, même l'Algérie, parce que l'Algérie conduit la médiation internationale. Et la CEDEAO est représentée au niveau du Conseil de sécurité par le Ghana. Et en plus, le lobby qui doit être fait à ce niveau, c'est que c'est un travail des diplomates. Donc, nous sommes aujourd'hui, en tant que société civile, les mouvements de part et d'autre, pour soutenir la position du gouvernement est bien. Mais il va de soi que nous aussi, nous sachons qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Moi, personnellement, je suis contre certaines pratiques de l'aménagement. C'est instrumentaliser les droits de l'homme contre l'État malien, on ne peut pas l'accepter. Mais quand même, il y a un résultat aussi derrière qu'il faut préserver. Par exemple, quand on prend les systèmes des Nations Unies, le cas de Libéria, à l'époque, les Nations Unies ont fait 18 ans au Libéria, mais après, quand même, ils ont, en fonction des mandats du Conseil de sécurité, ils ont trouvé un moyen d'amener la paix et la stabilité au Libéria, et avec un retour à l'ordre constitutionnel normal. Et que les gens sachent que difficilement l'aménagement partira sous cette transition. Il faut qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel et que cela soit effectif avec un régime stable, vraiment qu'on peut discuter du départ de l'aménagement. Mais ce qui peut être fait, c'est de réorganiser les missions de l'aménagement et l'adapter comme le gouvernement le sollicite aux besoins réels du terrain. Et que les Maliens doivent quand même essayer de soutenir le gouvernement dans cette position et continuer à mettre la pression sur les Nations Unies pour comprendre que les Maliens veillent par rapport au rôle de l'aménagement. Et c'est ce qui se passe.
C'est pourquoi les mouvements comme Yerewolo et autres activistes qui s'acharnent contre l'aménagement, ils sont dans leurs droits. Parce que quand on n'est pas d'accord, il faut dénoncer. Mais le gouvernement aussi doit aussi communiquer correctement avec ses partenaires, que ce soit de l'Union africaine, que ce soit de la CEDEAO, pour quand même trouver une sortie des crises définitives, notamment sur le plan diplomatique, parce que l'aménagement aujourd'hui est à la fois une solution, mais à la fois une épine dans les pieds des Maliens. Ok. Voilà. Monsieur C, en toute sincérité, est-ce que les jours de l'aménagement sont comptés au Mali? Bien sûr, ils sont comptés. Ils sont forcément comptés. Maintenant, combien de temps ça va durer encore? C'est ça la question qu'on peut se poser. Maintenant, lorsqu'on regarde effectivement les mouvements qu'il y a eu, notamment le 28 avril, les a cités tout à l'heure, et lorsqu'on voit des mouvements de soutien dans l'autre sens, notamment de zones comme Gao, ça nous donne une ordre d'idée de la négociation qu'il doit y avoir, parce que c'est une négociation d'abord. Et lorsqu'on regarde la revue stratégique de janvier dernier, il y a 3 options qui sont là. La première option, effectivement, ce serait de renforcer les effectifs, mais ça, ce n'est pas l'option qui, à mon avis, et je pense que les autorités sont plus ou moins sur la même position, qui est la meilleure des options. Il y a une deuxième possibilité qui serait de se concentrer uniquement sur les opérations au nord et de ne pas arriver au centre, parce que la MINUSMA aujourd'hui est aussi au centre. Et la troisième option, ce serait que les missions de la MINUSMA deviennent des missions politiques. Ce sur quoi le gouvernement, je pense, et les autorités sont plutôt d'accord, et ce sur quoi la MINUSMA n'est pas à 100% d'accord. Donc je pense que c'est ce jeu-là et cette négociation qui va y avoir lieu. Bon, maintenant, à un moment donné, parce qu'il faut quand même faire un rappel, la MINUSMA est arrivée en 2013, il y a à peu près 13 289 soldats et à peu près 1920 policiers. Donc s'il faut les renforcer, pour quelle mission? Le premier mandat qui leur a été donné, c'était d'être une force d'interposition entre, on va dire, le gouvernement, vraiment pour image, et les groupes armés. Oui. Et les groupes armés. Bon, au jour d'aujourd'hui, lors du dernier renouvellement déjà, on a introduit l'appui à la transition politique. Mais au jour d'aujourd'hui, ces groupes armés sont censés être avec le gouvernement et on est censé être en train de se battre contre le terrorisme. Donc c'est pour ça qu'on leur a demandé à ce moment-là, si le mandat doit être renouvelé, que ça soit une lutte contre le terrorisme. Mais même là, je pense que c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans une balkanisation ou une afghanisation où, parce que justement maintenant on combat le terrorisme, tant qu'il y aura du terrorisme, nous, MINUSMA, on va rester. Pour moi, la meilleure option aujourd'hui, c'est d'aller sur une option politique en maintenant une présence faible pour que la MINUSMA puisse remplir des missions humaines et humanitaires et qu'elle continue à jouer son rôle de négociateur et de catalyseur entre les différents groupes présents jusqu'à ce qu'on arrive à des élections libres, crédibles et transparentes comme voulu et comme souhaité et comme clamé par. Selon vous, les élections constituent une panacée? Ça met fin aux crises, si vous voulez, à la situation sécuritaire au Mali? Ça ne met pas fin. Ça ne met pas fin, mais rien n'empêche qu'on ait une paix véritable, même si ça paraît très peu probable avant ces élections-là. Mais à partir de ce moment, la présence de la MINUSMA ne sera plus nécessaire si les différents acteurs concernés, et on parle aussi de la mise en œuvre de l'accord de paix, comme ça fait partie de leur mandat, donc on s'accentue beaucoup dessus. Si on a une entente claire par rapport à l'accord, par rapport aux différents acteurs, par rapport à sa mise en œuvre et tout ce qui s'ensuit, la MINUSMA n'a aucune raison d'être là. Donc moi je pense que si on renouvelle cette fois-ci et qu'on arrive à avoir un mandat politique, que cela se limite à l'année qui vient et qu'à la fin de cette année, ou qu'on aille jusqu'à l'échéance des élections, à la fin des élections, la mission puisse repartir tranquillement. Référendum du 18 juin, où en sommes-nous avec les préparatifs? Nous avons choisi aujourd'hui de soumettre cette question aussi
à nos experts autour de ce plateau. Bagui Diarra, vous êtes toujours le premier à répondre à mes questions. Il n'y a pas de problème. Ouais. Non, mais je pense que par rapport à l'organisation du référendum, moi, je vais juste donner mon avis sur l'angle peut-être qu'on essaie d'analyser. Le point des préparatifs. Hein. Voilà, justement, je sais. Donc, le point des préparatifs, je sais que c'est le gouvernement qui a même effectivement de nous dire est-ce que nous en sommes exactement de ce point de la préparation de ça. Mais de ce que je sais à partir de ma lecture, c'est ça l'angle que je vais Allez-y. Voilà, sous cet angle-là, quand nous voyons, j'ai vu, je pense qu'il y a une ordonnance qui est intervenue hier seulement. Oui. Et quand on regarde cette ordonnance-là, nous avons vu qu'il y a des dérogations jusqu'à peu près à 7 dérogations. Et donc, tout cela sur la loi électorale qui a été promulguée et au niveau des articles nouveaux. Et donc, ce qui est déterminant, ça veut déjà dire que les nouvelles bases qu'on voulait effectivement offrir à nos élections, sur ces bases-là, on va changer beaucoup de choses, et ce qui veut dire qu'on revient quasiment en fait au Bagui Diarra, on est finalement dans du rafistolage pour organiser ces élections. Je vais pas utiliser ce mot, mais si vous vous souvenez, lorsque le ministre d'État, le ministre de l'administration territoriale avait donné les délais du référendum, on avait eu la chance d'être là, je pense, dans les 48 heures, et le point que j'avais soulevé, j'avais dit que par rapport à tous ces défis-là, que le consensus de mon point de vue était fondamental eu égard au délai qui restait. Mais je vois que progressivement, peut-être que ça commence à prendre la matière, ou peut-être que ça existait déjà sur le gouvernement, mais je vois que même la classe politique, il y a beaucoup, les intervenants sont en train de dire qu'il faut qu'on aille à un consensus, ce qui est extrêmement important. Donc, du point de vue de l'organisation, c'est ce que j'étais en train de vouloir dire tout à l'heure, quand on regarde toutes ces dérogations-là, ça dénote déjà qu'on n'est pas suffisamment préparé parce qu'on est en train de revenir quasiment au statu quo. Mais en fait, l'alternative, ce serait de travailler au consensus et à l'inclusivité effective dans ce consensus-là avec une certaine transparence et de l'exemplarité dans la communication aussi avec les gens pour permettre à ceux que nous puissions nous hisser un peu au devant des défis parce qu'ils sont effectivement énormes. Donc simplement pour répondre à votre question, l'état de préparation de ce que je suis en train de voir, on n'est pas suffisamment préparé, oui. Et en réalité en tant que gouvernement pour aller vers nos aspirations depuis en fait l'avènement de cette transition-là. Parce que si vous aviez compris, nous avions dit nous voulons aller à des réformes pour que nos élections ne se fassent pas comme d'habitude, parce que si ça se fait comme d'habitude, la légitimité à laquelle doit aboutir chaque élection, pour que ceux qui sortent de là aient de la légitimité et travaillent dans une certaine sérénité, que cela va manquer. Donc nous sommes revenus à ça. Et c'est extrêmement important déjà d'intégrer ça dans l'analyse, que l'impréparation, en tout cas à ce stade-là, nous amène à ça. Et que, mais c'est déjà important aussi de savoir qu'on veut aller à l'ordre constitutionnel. Cette volonté-là, il faut l'accompagner. Et pour l'accompagner, j'ai été concret pour dire que c'est un consensus et qui doit être d'abord porté par le gouvernement, vraiment en toute transparence, et de permettre à ce que la classe politique, elle aussi, apaise, que nous comprenons qu'il s'agit d'abord de notre pays, que toutes les autres parties prenantes là qui peuvent venir nous aider, et elles viennent nous aider peut-être dans des contextes spécifiques, mais nous, le contexte n'est pas spécifique, il s'agit de notre entité Mali. Donc, que nous soyons société civile, que nous soyons classe politique, on ne parle pas des questions de majorité ou d'opposition, mais que nous nous mettions simplement ensemble, et c'est le gouvernement ou les autorités qui doivent pouvoir donner ce ton-là et permettre à ce que les parties prenantes nationales se reconnaissent dans ça et que nous parlions entre nous Maliens pour conforter ce consensus. Déjà, il y a l'existant parce qu'il y a 2 comités qui existent déjà aux côtés du gouvernement de transition. On a parlé de l'équipe technique et on a parlé également de l'équipe politique. Donc, il faut simplement aller travailler à ce qu'il y ait une inclusivité, une ouverture autour de cela et que vraiment il y ait de la sérénité et de la confiance entre les acteurs. C'est le gouvernement qui doit être le moteur de l'instauration de cette confiance entre les parties prenantes pour que très rapidement nous travaillons à réussir ce référendum-là, parce que c'est le point central, c'est le point d'ancrage. Nous devons le réussir entre nous Maliens et je pense que c'est extrêmement important. Docteur Sango, est-ce que au regard de tout ce que vous savez des préparatifs de ce référendum, est-ce que effectivement, selon vous, le référendum aura bel et bien lieu ce 18 juin? Ce 18 juin, on peut le dire que c'est bientôt, c'est pas peut-être dans c'est demain si on peut. Si on peut le dire ainsi. Mais je pense qu'il y a un effort déjà considérable qui est en train de se faire. Vous saluez déjà cet effort? Cet effort, parce que si vous regardez, il y a des semaines de cela, le ministre de la Réconciliation était à Kidal, qui semblait être, je pense que, le plus difficile pour beaucoup d'entre nous Maliens.
Et le deuxième élément également, je pense qu'ils